Bonjour et bienvenue dans cette webconférence. Nous sommes le 9 novembre et c'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous offrir cette conférence pour évoquer avec vous ce phénomène, dans ses mécanismes, dans les risques et les difficultés qu'il comporte, et surtout savoir comment agir face à une situation de harcèlement, que l'on soit directement concerné ou même spectateur. Il faut en parler pour savoir comment agir et surtout, la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement ne doit pas se faire sur une seule journée, mais c'est bien un défi et quelque chose qui doit se faire au quotidien. Euh, alors, je suis absolument ravie de vous retrouver donc pour cette conférence en ligne. Peut-être je vais commencer par me présenter si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Edna Guccia, je suis ingénieure de formation, je suis consultante en parentalité, en psychologie, en management et leadership positif et également formatrice en discipline positive. La discipline positive, c'est une approche qui permet de conjuguer à la fois la fermeté et la bienveillance. J'interviens auprès des parents, dans les classes, aux côtés des enseignants et dans les entreprises auprès des managers. Sachez que je suis également maman dans une famille recomposée de 4 enfants. Je suis l'auteur du blog La Famille Positive et puis depuis 2015, je suis membre active de l'association Discipline Positive France qui regroupe les facilitateurs et les formateurs de discipline positive en France. Et pour la petite histoire, lorsque j'ai découvert la discipline positive en tant que maman, eh bien, j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai eu envie vraiment de partager et de diffuser le plus largement possible cette approche à des parents qui, bien comme moi, veulent aborder l'éducation de la façon la plus épanouissante possible, que ce soit pour eux ou pour leurs enfants. Et donc, je me suis formée en 2014 pour pouvoir animer des ateliers de parents. Et puis, depuis 2016, c'est devenu mon activité professionnelle à temps plein. Je suis déjà intervenue auprès de milliers de personnes, que ce soit des particuliers, en groupe, individuellement ou dans des associations ou des mairies qui veulent proposer un accompagnement à la parentalité. Euh, Nous allons parler donc de ce sujet très sensible qu'est le harcèlement. C'est un sujet qui n'est pas drôle et on va parler aussi du cyberharcèlement. Le mieux, c'est d'en parler pour savoir comment est-ce qu'on peut agir en tant que parent quand on est face à cette situation. C'est Dan Olweust qui a mis en évidence dans les années 70 cette forme de violence entre les élèves. C'est un des pionniers et le père fondateur de la recherche sur les problèmes de harcèlement. Si on regarde dans le dictionnaire, le harcèlement se définit comme une violence qui est répétée, qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école et elle est le fait de un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut pas se défendre. Elle peut prendre différentes formes, en fait. Le harcèlement peut prendre différentes formes. Ça peut être des moqueries, ça peut être des surnoms, ça peut être des rumeurs qui sont diffusées sur un élève, ça peut être sous forme d'isolement du groupe, des insultes, des menaces, des coups, etc., etc. C'est intéressant de voir que le harcèlement revêt en fait trois spécificités. La première spécificité, c'est que c'est une agression qui a caractère répétitif. Il y a une disproportion entre les forces de l'agresseur et de sa victime qui a finalement du mal à se défendre. Et enfin, l'agresseur agit de façon délibérée avec l'intention de nuire, même si souvent il va prétexter que c'est du jeu ou de l'humour. Ce phénomène, il va mettre en scène en fait trois acteurs. Il y a bien sûr le harceleur ou les harceleurs, parce qu'ils peuvent être plusieurs. Il y a la victime et puis il y a le public. Il y a différents traits de caractère qu'on retrouve généralement chez le harceleur. C'est en général quelqu'un qui manque d'empathie, qui a un fort charisme, et il fait souvent partie de ceux qui sont ce qu'on appelle populaires. Il sait être drôle et il est assez intelligent, notamment pour se cacher des adultes quand il agit, mais c'est important pour lui que ça reste visible par les autres élèves. Chez la victime, c'est plus difficile de définir un profil type. Ils ont généralement une certaine faiblesse, une difficulté à se défendre à un moment donné. Et puis enfin, le public, il est témoin des agissements du harceleur et il va avoir un rôle déterminant parce que, en fonction de sa réaction, ça va soit amplifier le problème, soit au contraire le diminuer. Bien sûr, ça a des conséquences qui sont absolument désastreuses sur l'élève qui est harcelé.
On va pouvoir observer une baisse de l'estime de soi, le développement de stratégies d'évitement pour éviter les agresseurs, un repli sur soi, un silence qui va finalement augmenter son mal-être. Il y a un rapport de l'Observatoire de la violence scolaire qui a été remis à l'Éducation nationale en octobre 2020. Il met en lumière le fait que les victimes de harcèlement éprouvent des difficultés à se concentrer sur leur travail. Ça a des répercussions du coup sur les résultats scolaires et il peut même pousser les élèves finalement à s'absenter jusqu'à une déscolarisation complète pour éviter l'effet de harcèlement et d'être exposé en fait au harceleur. Enfin, si on regarde ce que ça enseigne aux élèves, eh bien, ça va enseigner aux élèves la loi du plus fort, la loi du silence, la non-assistance à personne en danger. En fait, c'est exactement le contraire des valeurs que souvent on souhaite généralement transmettre aux élèves et plus largement à nos enfants dans le cadre d'une éducation à la citoyenneté et du bien vivre ensemble. On voit facilement que le phénomène et le système qui existe autour du harcèlement sont très complexes. Et pour le traiter, on fait face à un grand nombre de difficultés et de risques. Euh, le harcèlement est difficile à détecter parce qu'il est visible des enfants, mais il est invisible des adultes la plupart du temps. Parce que ça ne se fait pas sous le regard des adultes, que les victimes de harcèlement n'en parlent pas, parce qu'ils ont peur en fait des représailles. Et pour ceux qui sont témoins du harcèlement, ils n'en parlent pas non plus parce qu'ils ont peur des représailles ou d'être traités comme une balance ou de devenir finalement soi-même la victime du harceleur. Le harcèlement, c'est également difficile à identifier comme tel. En effet, 22% des élèves harcelés n'en parlent jamais. Alors pourquoi? Parce que la plupart du temps, cela va être pour protéger leur famille ou pour ne pas faire de la peine. Et du côté des élèves qui sont publics, témoins du harcèlement, ils ne vont pas en parler parce qu'ils vont sous-estimer la souffrance de la victime, vouloir éviter d'être vus comme une balance ou comme un rapporteur, parce qu'ils pensent aussi que c'est normal, parce que les actions prises par les adultes comme convoquer l'élève qui est harcelé et le harceleur ensemble, par exemple, sont jugées comme inutiles, voire même dangereuses. Et finalement, souvent, le public ne sait pas quoi faire. Ceux qui voient et qui assistent à ça ne savent pas quoi faire. Ils ont peur des représailles et ils pensent que les adultes vont aussi minimiser ou se moquer ou bien critiquer parce qu'ils veulent en fait ils veulent à tout prix être comme les autres et faire comme les autres. Donc celui qui va sortir du lot et qui va en parler, en fait, c'est une situation qui n'est pas confortable et qui ne leur permet pas de se sentir aussi appartenir au groupe. Donc, ça peut être aussi, il y a aussi la situation où eh bien, ils sont menacés que si jamais ils en parlent, alors il y aura des représailles. Les adultes aussi le nient parfois et c'est surprenant. Parce que souvent, en fait, il y a une vision qui est caricaturale du harcèlement et il existe un décalage entre la représentation que l'on se fait et la réalité. Et les adultes vont parfois aussi sous-estimer l'impact des micro-violences dont ils sont les témoins, sans savoir aussi ce qui peut se passer en plus de ce qu'ils ne voient pas. Et on a aussi l'histoire personnelle qui rentre en jeu au niveau des adultes. S'ils ont eux-mêmes souffert ou survécu à du harcèlement, alors ils pensent que ça fait partie de l'enfance. Et puis, il arrive aussi que l'enfant qui harcèle soit la meilleure amie de la victime. Ça arrive aussi. Et dans ce cas-là, c'est d'autant plus difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir du harcèlement entre les deux élèves. Il faut savoir que le harcèlement, c'est quelque chose de grave, puisque depuis 2014, le harcèlement, c'est considéré comme un délit face à la justice. Et face à tout ça, tous les adultes sont démunis, voire parfois angoissés, et finalement, c'est plus simple de nier quelque chose que d'avoir à le gérer. Les adultes vont facilement se cacher derrière des arguments, les arguments de l'auteur, des violences, et ils vont prétexter l'humour ou le jeu. Et puis, si on analyse les différentes actions de façon isolée, on va avoir tendance aussi à minimiser parce que ce que voit l'adulte, c'est justement des actions isolées. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les actions sont généralement faites quand les adultes ne sont pas là, dans les couloirs, dans les toilettes, à la récréation ou à la cantine.
Alors, le phénomène de harcèlement, il est difficile également à enrayer. L'école, elle n'a pas d'autre choix que de sanctionner l'agresseur, mais si elle intervient trop tard ou si c'est pas bien expliqué, eh bien, en réalité, ça peut renforcer le harcèlement parce que ça va être considéré comme quelque chose de disproportionné ou d'injuste par le harceleur, mais également par les autres élèves. Dans les établissements scolaires, pour envisager une meilleure prise en charge, en fait, il conviendra dans les établissements donc de mettre le focus sur l'apprentissage du respect mutuel, que ce soit considéré comme une valeur centrale dans le projet d'établissement. Il faudra que l'établissement mette en place des moyens pour soutenir, pour réconforter les victimes et les mettre en sécurité. L'établissement, il faudra qu'il agisse pour dire et expliquer aux harceleurs finalement en quoi ces agissements sont du harcèlement, le fait que ce soit répété dans la durée, que le harceleur est plus fort, qu'il a l'intention de nuire, la gravité de ces actes, les sanctions et qui vont être appliquées et notamment en fait l'exclusion temporaire, elle doit être appliquée dans ce cas-là. Il faut que ce soit une sanction qui soit suffisamment forte pour montrer la gravité des faits. L'établissement se donne les moyens de le détecter et notamment en assurant la formation des élèves. Hein, on a vu que le rôle du public était vraiment déterminant. Et puis, à minima, il faudrait que les délégués de classe soient formés pour aider à la détection et intervenir si l'élève est témoin. Alors, oups, je suis allée trop vite. Euh, euh, L'établissement doit expliquer voilà, tout ça aux élèves, que ce soit aux victimes, aux harceleurs et au public. Plus on va détecter tôt, plus on évitera l'escalade de la violence. Alors, au niveau de la posture parentale, en tant que parent, si votre enfant est victime de harcèlement, on va voir ensemble ce que vous pouvez faire concrètement et mettre en place finalement lorsque vous l'apprenez. Alors, la première chose, c'est de prendre une grande respiration et, si besoin, de faire ce qu'on appelle un temps de pause, parce qu'on ne va pas ajouter de la peur à la peur. Il ne faut pas laisser se déborder par nos propres émotions. Ça va être important de montrer de l'empathie, d'écouter votre enfant sur ce qu'il a à dire. Il faudrait lui demander aussi de décrire tout ce qui se passe, de valider ses ressentis. Tes ressentis seront toujours vrais. Donc, être dans l'écoute et ne pas les nier, c'est très, très important. Et puis, on va pouvoir aussi poser ce qu'on appelle des questions de curiosité pour avoir aussi des faits très factuels. Où, quand, qui, quoi, comment. C'est important de dire à votre enfant que le harcèlement, c'est condamnable, qu'il n'y a rien qui justifie et que c'est un vrai fléau parce qu'il faut savoir que 700 000 autres élèves, enfants, ados sont victimes de harcèlement. Donc, c'est des chiffres qui ont été publiés dans le rapport parlementaire qui a été publié en octobre 2020, qui donne ce chiffre-là. Et finalement, eh bien, ça permet de alors pas normaliser ce fait, mais en tout cas de lui dire qu'il n'est pas tout seul. C'est important de lui dire que vous allez chercher des solutions ensemble et que vous finirez bien par trouver une solution. Voilà, si la première solution que vous mettez en œuvre elle ne fonctionne pas, eh bien, il y aura d'autres solutions, il y aura d'autres choses à tester. Et puis, ça sera important de le féliciter pour son courage à vous en parler. On l'a vu, souvent, c'est passé sous le silence. Donc, c'est une bonne chose que votre enfant puisse vous en parler. Ça veut dire aussi qu'il se sent en confiance. Et puis, vous pouvez aussi le rendre acteur dans le fait de réfléchir à ce qu'il pourrait faire. Dites-lui aussi que vous allez réfléchir ensemble à ce que à ce que vous pouvez faire aussi, et puis que vous allez le prévenir des mesures que vous allez prendre. C'est important qu'il puisse savoir quel est l'avancement des choses que vous mettez en place. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec la façon dont il a géré la situation, la façon dont il a réagi quand les choses se sont passées, surtout, ben, en fait, il ne faut pas lui dire. Il faut juste être dans cette écoute et pas commencer à lui donner des conseils sur ce qu'il devrait faire ou ce qu'il faudrait qu'il fasse, mais plutôt être d'abord dans un premier temps, en tout cas, dans une écoute. Vous pouvez lui dire aussi que depuis le 4 août 2014, le harcèlement moral, c'est un délit
Et quand ça se manifeste par des outils numériques, en fait, c'est un amplificateur, c'est un élément qui est aggravant de ces actes. Alors, aussi, ce que vous pouvez éviter de faire, j'avais envie de vous faire aussi cette introduction. On va éviter de lui dire que vous allez résoudre le problème pour éviter de perdre sa confiance si en fait vous n'y arrivez pas ou vous vous retrouvez dans une impasse. Donc, on ne va pas dire aussi à son enfant d'ignorer le harceleur ou celui qui l'embête. On va pas le critiquer. On va pas lui dire qu'est-ce que tu as dit, mais pourquoi tu agis de cette façon-là, et si tu faisais autrement, peut-être que ça ne serait pas passé. Donc, on va pas le critiquer et on va être vraiment dans cette écoute empathique et entière à son égard. On va pas lui dire non plus de se défendre, sinon il aura l'impression de ne pas être à la hauteur de nos attentes. Et puis, on va pas encourager à la revanche. On va pas tenter une démarche d'intimidation. Et par contre, s'il faut porter plainte, alors il faudra le faire. Mais on va éviter de prendre contact directement avec l'élève ou d'entrer dans une démarche d'intimidation à l'égard de cet élève. Alors, avec l'établissement, comment est-ce que vous pouvez agir ou réagir? Ça sera nécessaire de contacter déjà en premier lieu l'enseignant, le médecin scolaire, le chef d'établissement. Ça va dépendre aussi de l'urgence et de la gravité de ce qui se passe. Et puis, ça sera important quand vous contactez l'établissement de garder vos émotions à distance, de mettre votre énergie à chercher des solutions et non pas à chercher des coupables. Euh, Sachez que finalement, vous travaillerez beaucoup mieux avec votre établissement et il faut faire de l'établissement en fait un allié. Il ne faut pas se mettre contre l'établissement, à commencer à critiquer la façon dont il gère la situation, mais plutôt en faire un allié. Et sauf cas exceptionnel, en fait, il ne faut pas, ce que je vous disais, un pas d'intimidation, il ne faut pas contacter directement l'autre famille. Si il vous semble que l'établissement n'agit pas assez vite ou si vous n'avez pas de retour sur l'avancement de la situation, alors, il faut avoir aucun complexe à les recontacter et à redemander un rendez-vous et à recommencer le processus avec bienveillance, bien sûr, en ayant toujours à l'esprit qu'il faut le garder comme un allié. Mais ça va vous montrer votre implication sur le sujet et le fait que vous soutenez votre enfant. Alors, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on n'a pas encore réussi ou pas encore trouvé de solution. Et puis, on va pouvoir aussi bien travailler main dans la main, suggérer à l'établissement des associations, enfin à l'établissement ou aux associations de parents d'élèves de contacter des associations comme Respect Zone pour une intervention au sein de l'établissement. Vous allez aussi, ça c'est important, modéliser les compétences que vous voulez voir chez les autres quand vous interagissez avec les membres de l'école, que ce soit les adultes et les enfants. Donc, on va agir dans le respect, dans la gestion de nos émotions. On ne va pas se laisser déborder ou emporter. Et ça, on va le faire, on va essayer de le faire de façon constructive, non agressive, avec persévérance, avec bienveillance et dans une communication qui est respectueuse. C'est important parce qu'en fait, si vous passez dans le côté hystérique, énervé, et qu'en fait vous venez là comme justement peut-être les harceler sur le traitement de ce problème, en fait vous risquez de vous les mettre à dos plutôt que d'en faire vos alliés. Alors, concernant la posture que vous devez avoir avec votre enfant, en fait, il faut donner du sens à ce qu'il vit. Il faut avoir de l'empathie. Ça sera important de passer des bons moments en famille, de créer des souvenirs heureux dans cette période, de traiter le problème et en même temps de porter votre attention dans la journée sur autre chose. Il faut faire dans ces périodes-là grandir le positif. Aider votre enfant à rencontrer des amis en dehors de l'école, jouer, faites du jeu avec lui pour remplir positivement son réservoir émotionnel, pour lui apprendre des règles sociales sans violence et puis, aider votre enfant à développer des stratégies de défense. On pourra faire appel à des associations. Il y a l'association Chagrin scolaire d'Emmanuel Piquet. Peut-être que vous avez vu un TEDx qui a eu un grand, grand succès sur le web. Donc, il y a des associations auxquelles vous pouvez faire appel. Et puis, on va pouvoir aussi l'aider à exceller dans un domaine de son choix. Le fait d'exceller dans un domaine,
ça va lui donner confiance en lui. Et puis, à la maison, il faut vraiment que ce soit un environnement qui soit sécure, où il se sente en sécurité, où il se sent aimé, parce que c'est ça aussi qui va l'aider à dépasser les difficultés qui rentrent. Donc, on ne va pas l'enfermer dans une case, celui de l'enfant harcelé, et puis on va être, encore une fois, comme au niveau de l'établissement, on va être modèle, on va adopter les bons gestes. Par exemple, on ne va pas envoyer de photos de lui sans lui demander la permission, sans lui demander l'autorisation. Voilà, on va adopter des lignes de conduite qu'on va se fixer pour pouvoir être dans un respect de chacun dans la famille. Voilà, pour diffuser ces bonnes pratiques, et c'est essentiel d'être modèle. Donc, vous allez aussi l'encourager, encourager sur ce qu'il fait de bien pour, encore une fois, remplir son réservoir, lui donner confiance en lui. Et puis, on va aussi l'aider à développer sa capacité à rechercher des solutions et à les expérimenter. Voilà, on ne va pas le critiquer, on va l'aider à expérimenter ses propres solutions. Et puis, on peut mettre aussi, j'ai noté, des jeux de rôle pour rejouer, par exemple, une scène avec différents scénarios. Voilà. Et puis, on va inventer des scénarios et puis on va tester les choses. Et ça va être aussi important pour l'aider à se projeter dans un mécanisme de défense. Alors, on va parler aussi du cyberharcèlement. Quelques chiffres que j'ai trouvés. Chaque année dans le monde, en fait, le harcèlement frappe un enfant sur trois selon l'UNICEF. Le cyberharcèlement, il y a 16% des 16-25 ans qui ont déjà été harcelés sur les réseaux sociaux, dont 57% par des inconnus, 44% par des camarades, 22% par des connaissances qui sont rencontrées sur Internet et 14% par des amis. En France, on compte près d'1 million d'enfants en situation de détresse due à du harcèlement et il y a 25% d'entre eux qui ont déjà pensé au suicide. Le harcèlement est fait de façon sournoise et dissimulée. Alors, d'où vient ce phénomène? En fait, le cyberharcèlement, c'est une transposition de ce qui se passait avant dans la cour sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, l'espace numérique, il permet certaines violences, euh, voilà, qui vont être vraiment transposées du monde physique au monde digital. Et par exemple, lorsque avant on montrait une photo, et bien maintenant, en fait, on va la poster sur les réseaux sociaux et l'impact, il est vraiment démultiplié. Il y a aussi la notion de l'anonymat. En fait, dans le monde digital, c'est possible d'agir sous un pseudo. Du coup, les internautes, ils ont tendance à se sentir protégés et désinhibés et ils osent davantage que face à des personnes physiques. Le fait d'agir avec un écran qui est interposé, ça donne l'impression d'éloignement et l'absence de communication kinesthésique, hein, le fait de pouvoir se toucher, ça limite aussi le niveau d'empathie des agresseurs. Donc finalement, les harceleurs, en fait, ne sont pas confrontés aux effets de leurs actes. Et ça, en fait, ça peut brouiller la perception et créer un décalage entre l'intention de l'émetteur et la perception du récepteur, de celui qui est concerné par les agissements sur le web. En ligne, les capacités d'adaptation de la victime sont aussi réduites. Et ça, c'est d'autant plus vrai si la victime ne connaît pas ses agresseurs ou si elle ne maîtrise pas l'espace numérique sur lequel ça se passe. En fait, les plateformes sont multiples et elles ont chacune leurs règles de fonctionnement. Du coup, la victime, elle peut se trouver dans une situation de déséquilibre. Voilà, un déséquilibre du pouvoir et ressentir finalement un sentiment d'impuissance qui va être accru et qui pourra être couplé à une impression finalement de non-recours ou d'impunité. L'impression que finalement on ne peut rien faire. Alors là encore, les conséquences de ces violences, elles peuvent être désastreuses sur le court et sur le long terme. Et ça peut mener à des actions irréversibles. Malheureusement, on a tous en tête des suicides qui ont eu lieu à la suite de faits de harcèlement et qui ont fait la une des journaux. Alors, si votre enfant a reçu des insultes, des menaces, des moqueries en ligne, plus de 2 fois de la part d'une même personne, ou alors une seule fois suffit si c'est de la part d'un groupe de personnes, même si c'est d'autres enfants, on appelle ça du cyberharcèlement. Et ça, c'est interdit par la loi. Il
Il faut savoir que c'est un délit qui est sanctionné par le code pénal et que les auteurs, ils encourent jusqu'à 3 années de prison et 45 000 euros d'amende. Il existe une ONG française qui est reconnue par les pouvoirs publics qui s'appelle Respect Zone. Je vous en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans cette conférence. Et vous avez la possibilité de demander une aide juridique. Je vous mettrai tous les liens pour pouvoir contacter les différentes ressources dont je vous parle. Vous pouvez donc demander cette aide juridique, soit en tant que parent ou soit directement votre enfant peut faire appel à cette organisation. Cette Respect Zone a développé une application qui permet d'obtenir une aide qui est personnalisée. Voilà, c'est l'application qui s'appelle RZ comme Respect Zone. Et en fonction de si vous êtes concerné en tant qu'élève, en tant que parent, en tant qu'éducateur ou enseignant, en tant que témoin d'une scène de harcèlement, si vous êtes vous-même, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes un agresseur, un intimidateur ou que votre enfant est un agresseur ou un intimidateur, ou si je connais quelqu'un qui, voilà, vous voyez que toutes les situations et les cas oui, comment dire, des acteurs de harcèlement sont présents et peuvent utiliser cette application. Alors, si on se centre sur votre rôle de parent, et que vous découvrez que votre enfant reçoit des messages d'insultes, des menaces ou qu'il fait l'objet de chantage, alors il faut garder en tête qu'il y a des solutions. C'est très difficile d'apprendre pour un parent que son enfant subit des cyberviolences et cette application peut vraiment vous aider à mieux le protéger. Donc, ce qu'il conviendra de faire, c'est de rester calme. Ça va rassurer votre enfant. Vous pouvez lui indiquer que vous savez comment l'aider s'il souhaite que vous interveniez. Vous allez pouvoir évaluer la situation et si votre enfant a reçu des insultes, des menaces, des moqueries en ligne, plus de 2 fois, donc je le disais, hein, de la part de la même personne ou une seule fois, mais de la part d'un groupe, on peut lui dire que c'est du cyberharcèlement, que c'est interdit par la loi, que c'est un délit qui est passible de jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 euros d'amende. Et c'est important de dire à votre enfant que ce que fait l'intimidateur, c'est grave et que vous êtes là pour l'épauler. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est récolter en premier lieu, donc c'est récolter des preuves. Il ne faut pas effacer les messages. En fait, il faut apprendre à votre enfant à faire des captures d'écran ou les faire pour lui. Et puis, c'est important quand vous faites les captures d'écran de voir qu'il y a bien la date et le nom de l'envoyeur. Et avant d'effacer les messages, eh bien, vous allez sauvegarder ces captures d'écran sur une clé USB ou un disque dur externe. Voilà, vous ne les laissez pas sur le téléphone. Et puis ensuite, il pourra supprimer les messages s'il le souhaite. Il faudra signaler la personne au réseau social pour que le réseau social puisse intervenir. En fait, les réseaux sociaux sont obligés d'intervenir, c'est la loi, pour supprimer du contenu. Et puis, s'il y a des personnes qui étaient avec votre enfant au moment où il a reçu les messages, vous pouvez aussi leur demander de témoigner. Si les intimidateurs y recommencent, l'application prévoit un message qu'ils appellent un bouclier que votre enfant peut envoyer à cette personne-là en lui disant, en fait, ce message-là, il dit, ça fait au moins 2 fois que tu te moques de moi, que tu me ridiculises, que tu détournes des photos de moi. Ça s'appelle du harcèlement et c'est puni par la loi. Tu risques 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Stop. Il faut rassurer votre enfant sur le fait que ce message-là, ce bouclier, il a été conçu pour calmer les intimidateurs. Et puis, bah, si ça ne s'arrête pas, en fait, votre enfant, il peut bloquer cette personne sur les réseaux sociaux pour qu'il ne puisse plus la contacter. Et puis, vous pouvez aussi porter plainte au commissariat, à la gendarmerie. Voilà. Et si la situation, elle empire, et ça, c'est aussi si votre enfant, il le souhaite. Il faudra informer, bien sûr, l'établissement scolaire. Hein. Je vous ai parlé un petit peu de comment prendre contact et comment interagir avec l'établissement scolaire pour évaluer avec les responsables quelles sont les actions qui peuvent être prises et mettre en place au sein de l'établissement. Il faut avoir conscience que la sanction punitive, elle a tendance à faire escalader la cyberviolence. Et en général, l'intimidateur sait que c'est pas bien, mais ça l'empêche pas de le faire.
Donc, si on veut que la cyberviolence, elle s'apaise, il vaut mieux mettre en place des mesures éducatives afin que les intimidateurs comprennent pourquoi ce n'est pas bien, par l'écoute et par l'empathie. Et l'établissement scolaire peut aussi demander à Respect Zone de venir sensibiliser les élèves au cyberharcèlement et former les professionnels et le personnel scolaire. Alors, si votre enfant est en grande souffrance, il peut être nécessaire de fermer son compte. Alors, bien sûr, il ne sera pas d'accord et ça ne résoudra pas complètement le problème sur le long terme. Mais sachez que Respect Zone vous offre la possibilité de vous faire accompagner, d'accompagner votre enfant par un psychologue, un psychiatre spécialisé dans la lutte contre le cyberharcèlement et vous trouverez bien toutes les informations dans les liens que je vais vous mettre ou directement sur l'application. Alors, en tant que parent, vous pouvez aussi découvrir en fait que c'est votre enfant qui est un agresseur. Alors, en tant que parent, de quoi parle-t-on? Il faut comprendre que partager des photos ou des vidéos qui sont détournées pour ridiculiser ou insulter quelqu'un d'autre de manière répétée, c'est déjà être un intimidateur, une intimidatrice. Donc, il vous dira sans doute que c'était juste pour rire, qu'il a liké ou qu'il a juste partagé, comme tous les autres, que c'est pas de sa faute. Et puis, il pourra aussi dire bah, que l'autre l'a bien cherché, que en fait, il embête tout le monde et que finalement, il a que ce qu'il mérite. Donc, ça sera important d'écouter et de valider le ressenti de votre enfant. Peut-être de lui dire des choses du genre, bah oui, on est tous pareils, on se moque, on taquine, on embête, on le fait parfois même sans y penser ou sans intention vraiment de nuire. Mais ce sera important de reposer le cadre et de lui rappeler que quand c'est pas drôle en fait pour la personne qui reçoit le message, en fait, ça peut avoir un impact qui est grave sur elle et parfois même pour sa vie. Donc maintenant, en fait, on arrête et on fait attention au mal qu'on peut faire. Si, oups, je suis allée trop vite. Si, pardon, hop, je, voilà. Si votre enfant a publié quelque chose sur les réseaux sociaux et qui finalement il le regrette, ben, c'est pas trop tard. Il faut lui demander de supprimer immédiatement le contenu. Ça peut aller très vite. Et si possible, il faudra s'excuser auprès de la personne qui est visée. Ça sera important également de lui apprendre quelques réflexes en fait, de bonne conduite sur les réseaux sociaux, notamment de lui dire, avant de publier ou de partager quelque chose, de lui demander s'il assumerait, il ou elle assumerait d'être l'auteur du post, du message devant ses amis, devant sa famille, devant ses professeurs. Si votre enfant a un doute, en fait, c'est qu'il n'y a pas de doute, il ne faut pas le faire. Il faut qu'il se demande s'il aimerait recevoir un message comme celui ou celle qui, enfin celui qui est en train de s'apprêter à partager, lui apprendre à penser à ce qu'ils visent comme si c'était eux-mêmes, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, voilà, et de se mettre finalement à la place de l'autre. Donc on va venir travailler l'empathie et et ce sera important aussi de rappeler à votre enfant que la violence amène la violence, que le cyberharcèlement n'est jamais une solution et que d'ailleurs, bah, c'est interdit par la loi, c'est puni de jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Donc, ça sera intéressant pour lui de vraiment se questionner sur ses agissements. Un enfant qui fait souffrir les autres, c'est aussi souvent un enfant qui souffre par ailleurs et votre enfant a peut-être besoin d'aide. Donc, on peut aussi lui proposer de discuter, de parler, voilà, vous lui proposez votre soutien ou bien le soutien d'un professionnel, que ce soit un éducateur, une infirmière scolaire ou un psychologue. Alors, pour finir, il y a d'autres ressources qui sont importantes à connaître. Il y a la ligne téléphonique qui s'appelle Non au harcèlement. C'est une ligne d'écoute pour le harcèlement à l'école. Il y a Net Écoute qui est une ligne d'écoute pour le cyberharcèlement. Il y a l'enfance en danger sur le 119 qui est une ligne qui est complètement dédiée à la prévention et à la protection des enfants qui sont en danger ou en risque de l'être. Il y a Pharos, qui est en fait la police.
C'est un service de police qui permet le signalement des contenus en ligne illégaux. Euh, Antidiscrimination, qui est une ligne d'écoute du défenseur des droits au 3929, le numéro d'urgence unique à utiliser eh bien, pour recevoir de l'aide des services de police et des secours, c'est le 112. Vous pouvez aussi l'utiliser. En termes de lecture, il y a le livre Halte au harcèlement à l'école de Marie-Josée Gava et Sophie de Tarlet. C'est visiblement une mine d'informations. Je ne l'ai pas lu personnellement, mais j'ai eu des très bons retours. Les livres Te laisse pas faire, Aider son enfant face au harcèlement à l'école et Je me défends du harcèlement d'Emmanuel Piquet. Donc ça, c'est aussi, donc je vous ai parlé d'Emmanuel Piquet, elle a un TEDx qui est absolument remarquable que vous pouvez voir. Et puis, il y a aussi des conférences de Jean-Pierre Bellon, de Marie Cartier ou encore de Bruno Humbeck, qui sont vraiment des très, très belles ressources que vous pouvez regarder et prendre le temps de regarder si vous voulez en savoir plus sur le harcèlement. Enfin, il y a, en termes de ressources importantes, il y a également les formations de discipline positive pour les parents, pour les enseignants que je propose, mais aussi que proposent les autres formateurs et facilitateurs membres de l'association Discipline Positive France dont je fais partie. La discipline positive, elle va aider les enfants et les élèves à développer des compétences psychosociales qui sont vraiment indispensables pour réduire le nombre et l'intensité des situations de harcèlement. Ces compétences socio-émotionnelles, elles vont être par exemple l'empathie, la solidarité, la capacité à dire non avec la notion de respect mutuel, la capacité à réparer, à faire ce qu'on appelle une réparation quand on a agi de façon inappropriée, blessante ou humiliante. Le développement de la confiance en soi, la capacité à être en lien de façon respectueuse. En discipline positive, on va aussi travailler l'apprentissage des méthodes de recherche de solutions et tout plein de choses. Il y a une cinquantaine d'outils de discipline positive qui visent finalement à mieux être en lien avec les autres et à mieux s'épanouir dans la collectivité, dans la société. Donc, on enseigne tout ça dans les ateliers de discipline positive. Et donc, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous invite à prendre directement contact avec moi ou un membre de mon équipe. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais envie de partager avec vous concernant le harcèlement et le cyberharcèlement. Voilà, en cette journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser directement sous cette vidéo et puis je me ferai un plaisir de vous apporter des éléments de réponse. Allez, je vous laisse, voilà, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers et je vous dis à très, très bientôt. Merci à tous. Ciao.